Choisir un vidéoprojecteur, c'est toujours la même prise de tête. Que vous ayez déjà une installation chez vous ou que vous soyez en pleine conception de votre cinéma à la maison, il y a forcément un moment où il faut faire le choix crucial. Quel vidéoprojecteur choisir? Quelle technologie est la meilleure? Et surtout, combien d'argent faut-il mettre? Et là, c'est toujours pareil, on cherche, on s'informe, on regarde des vidéos de spécialistes pour essayer de faire le bon choix. Parce qu'on le sait, un vidéoprojecteur, ça s'achète une, deux, 3, allez 4 fois dans une vie, surtout aujourd'hui avec des modèles capables de tenir plus de 20 000 heures. Et c'est là que ça se complique. Vous consultez les tests scientifiques réalisés par des passionnés avec leurs outils de mesure, puis vous tombez sur un article qui évoque un défaut spécifique à telle ou telle technologie. Et enfin, vous redescendez sur Terre en faisant le point sur vos finances. Parce que oui, il y a le projecteur qu'il nous faudrait, celui qu'on voudrait, celui qui est raisonnable de se payer, celui qui l'est moins, et puis celui qu'on peut s'offrir. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les technologies de projection et leur histoire. Parce que comme pour tout, comprendre le passé, c'est la clé pour faire les bons choix dans le présent et le futur. Plus besoin d'une énième vidéo qui survole les technologies en 5 minutes sans vous donner de réponse concrète pour faire votre choix. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière d'appréhender ce dilemme. Et si finalement toutes ces réflexions complexes n'étaient en fait qu'un écran de fumée? Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais d'abord, pour commencer, commençons par le commencement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la projection est un moyen de communication aussi ancien que l'humanité elle-même. Lorsque nos ancêtres utilisaient une flamme pour projeter les ombres de leurs mains sur les parois des cavernes et raconter des histoires, ils faisaient déjà de la projection. Faisons maintenant un grand saut dans le temps jusqu'au XVIIe siècle où l'Europe voit naître la lanterne magique. L'image projetée ne bouge pas encore, mais le procédé fascine déjà. Ce système de projection qui utilise une image dessinée sur du verre, un objectif et une lampe à pétrole ou une simple bougie comme source lumineuse repose en réalité sur le même principe que les projecteurs modernes. Beaucoup d'inventions ont vu le jour au fil des siècles, menant environ 300 ans plus tard à l'invention des premiers projecteurs à pellicule, notamment avec le cinématographe des frères Lumière. Puis dans les années 1960, les projecteurs à tube cathodique font leur apparition. Ces projecteurs fonctionnaient sur le même principe que nos téléviseurs de l'époque en utilisant un tube cathodique et un écran interne recouvert de phosphore pour projeter l'image. C'est cette technologie qui a donné naissance au bon vieux projecteur tritube des années 80 et 90. D'ailleurs, dites-moi si vous avez connu ces projecteurs et peut-être même si vous en avez utilisé à l'époque. L'avantage de ces projecteurs tritubes résidait dans la qualité de l'image avec la capacité de produire des noirs profonds et un contraste élevé. Surtout, ces projecteurs analogiques étaient capables de délivrer une finesse d'image spectaculaire. On pouvait déjà atteindre l'équivalent de la résolution HD Ready, soit 720 lignes dans les années 80 et même du Full HD au milieu des années 90. Mais malgré tous ces avantages en termes de qualité, le projecteur tritube avait tout de même quelques défauts. D'abord, sa taille, on peut le dire, c'était un beau bébé. Imaginez 50 à 100 kg à installer dans une salle de projection. Ensuite, son prix. Le Sony VPH 1270, qui était une référence à la fin des années 80, valait entre 20 et 25 000 $ de l'époque. Ajusté avec l'inflation, cela représente près de 45 000 € d'aujourd'hui. Et puis ces projecteurs tritubes, qui avaient certes une durée de vie de lampe de 10 000 heures, nécessitaient une maintenance continue et complexe, avec un besoin fréquent de recalibrer l'image pour éviter que les faisceaux lumineux ne se dissocient. C'est ainsi qu'une entreprise japonaise, initialement spécialisée dans la fabrication de montres, Seiko, a décidé de diversifier ses activités. Elle voit dans la technologie LCD, qu'elle utilise déjà dans ses montres numériques depuis les années 70, une opportunité pour répondre aux limitations des projecteurs tritubes. Le premier projecteur LCD voit le jour en 1989. C'est l'Epson VPJ 700. Ah oui, je ne vous ai pas dit, Seiko les montres détient une entité appelée Epson. Et c'est cette filiale qui développera et commercialisera ce projecteur. L'idée était pour le moins visionnaire. Ce projecteur ne propose en effet qu'une résolution de 210 lignes et à peine 100 lumens de luminosité, mais son budget, son poids et sa taille sont 10 fois inférieurs à ceux des tritubes. À partir de là, Epson n'a cessé de développer sa technologie LCD, puis le tri-LCD. Ainsi, chaque projecteur LCD que vous voyez aujourd'hui, qu'il soit de marque Epson ou non, fonctionne grâce à un système développé et détenu par Epson. Et ça, une autre entreprise, cette fois aux États-Unis, l'a bien compris. Car oui, le LCD est compact et peu coûteux, mais il a aussi ses propres défauts. D'abord, la résolution, elle est très faible. Ensuite, le contraste. Le LCD a du mal à générer des noirs profonds. Et puis finalement, l'effet de moustiquaire propre à cette technologie faisait qu'on voyait clairement l'espacement entre les pixels, surtout à l'époque. Et puis, il y a autre chose. Epson fabrique ses propres produits avec sa propre technologie.
Quand vous voulez vous lancer dans la fabrication de projecteurs, vous êtes concurrent d'Epson, alors vous n'avez pas envie d'engraisser votre concurrent en lui achetant sa technologie. Voilà comment, à partir de 1987, le professeur Larry Hornbeck, qui travaille chez Texas Instruments, se penche sur le développement d'une technologie répondant à ces problèmes. Le résultat se concrétise avec le tout premier projecteur DLP qui voit le jour en 1996, le Powerlight 1000 de Digital Projection. Ce projecteur pèse 25 kg et mesure à peu près la même taille que le VPJ 700 sorti 7 ans plus tôt. Mais sa résolution de 420p et sa luminosité de 700 lumens permettent des projections plus précises dans des pièces moins sombres. Voyant cet engouement pour la projection et souhaitant apporter sa propre technologie novatrice qui améliore la qualité en tenant moins compte du budget, c'est à présent la Japan Victor Company qui se lance dans le développement et la commercialisation d'un procédé existant, le LCOS, que JVC, oui parce que JVC signifie Japan Victor Company, renommera DILA pour Direct Drive Image Light Amplifier. C'est ainsi que le tout premier projecteur LCOS voit le jour en 1997, le JVC DLA G10. Pour la modique somme de 17 500 $, ce qui représente plus de 30 000 € d'aujourd'hui, vous obteniez un projecteur SXGA capable de projeter une image en résolution 1080i avec une puissance de 1000 lumens grâce à une lampe Xénon. Et vu son design, on était clairement sur un projecteur destiné à un usage professionnel. Sony travaillera sur cette même technologie pour la personnaliser à son tour et la nommer SXRD pour Silicon External Reflective Display. Le résultat se verra avec le légendaire projecteur home cinéma sorti en 2005, le VPL VW100, aussi appelé Ruby. Bref, en comprenant l'évolution des technologies de projection, vous comprenez leur intérêt et leur rapport dans cette industrie. Maintenant, attardons-nous sur les systèmes de lumière. On a parlé de cathodes, de lampes et de xénon. Mais au milieu des années 2010, s'est reproduit ce qui s'était passé dans les années 80. On a vu naître les picoprojecteurs. Ces projecteurs étaient tellement petits qu'ils tenaient dans un appareil de la taille d'un téléphone portable d'aujourd'hui. Et eux aussi proposaient un format incroyablement plus compact que les projecteurs à lampe traditionnels de l'époque, mais ils souffraient également d'une résolution et d'une luminosité limitée. Alors d'où venait cette hype soudaine ? Eh bien c'était Texas Instruments qui venait de mettre à disposition sa dernière technologie de micropuce DMD, DLP donc, avec un système d'éclairage à LED. Aujourd'hui, la mode des picoprojecteurs est passée et on n'en voit plus comme ceux qui étaient présentés à l'époque et qui tenaient dans la poche. Enfin, pas sous cette forme, mais en réalité, vous en voyez plus souvent que vous ne le pensez. Les imprimantes 3D, les lunettes de réalité augmentée comme les Google Glass et surtout les voitures avec les tableaux de bord projetés utilisent aussi cette technologie DLP. Ce que ça a permis à Texas Instruments, c'est de continuer à innover et à développer des solutions toujours plus puissantes et performantes en termes de projection LED. Cela nous amène à la projection LED principalement utilisée sur les projecteurs de nouvelle génération comme ceux de XGIMI et d'autres marques similaires. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus longtemps, vous le savez, avant de faire des installations home cinéma complètes chez AV Concept Products, on a développé un projecteur LED en 2015 justement en partenariat avec XGIMI. Le principe du développement d'un projecteur DLP à LED est basé sous la forme de modules que chaque fabricant peut se procurer provenant d'une poignée de fabricants dans le monde. En soi, la personnalisation du développement d'un projecteur DLP LED tourne surtout autour de la carte électronique qui pilote le projecteur. Mais le bloc optique avec la puce DMD, lui, est directement approvisionné tel quel. En résumé, sur ce type de projecteur, les fabricants partagent pas mal d'éléments. Donc malgré que oui, il y a des différences entre les modèles, il n'est pas rare de trouver le même bloc optique sur plusieurs projecteurs LED. Le bloc optique comprenant aussi bien l'objectif que la puce DMD que les LED à proprement parler. La technologie LED offre un confort d'utilisation supérieur à celui des lampes traditionnelles, permettant un format beaucoup plus compact, sans maintenance ni remplacement de lampes, puisque sa durée de vie est de 20 à 30 000 heures. Et il faut dire que la technologie LED est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que d'autres technologies de lumière longue durée, comme le laser. Voilà pourquoi la technologie laser équipe toujours les projecteurs les plus haut de gamme, car le laser est arrivé par le haut du marché en équipant d'abord des machines professionnelles comme des projecteurs de cinéma, pour ensuite se démocratiser dans les projecteurs grand public haut de gamme. Car le laser a par nature la capacité d'être beaucoup plus puissant, d'apporter une plus grande qualité dans la reproduction des couleurs, mais coûte aussi beaucoup plus cher à intégrer. Le laser lui aussi offre une durée de vie de 20 000 heures. Et pour ceux qui se posent la question, non, on ne peut pas changer ni les LED ni le bloc laser. Mais avec 20 000 heures de lumière correspondant à environ 10 ans de projection à 2 heures par jour, vous changerez de projecteur avant de changer de lampe. Alors voilà, on a fait un tour rapide de l'histoire des technologies de projection et de lumière. Vous voyez maintenant la logique des innovations qui ont été apportées au fil du temps. En résumé, les projecteurs LCD ont remplacé les tritubes, rendant la projection plus abordable
et moins encombrante. Cependant, le LCD a introduit une diminution de la qualité avec un contraste et une finesse d'image inférieure. Le DLP est apparu pour offrir une alternative abordable comme le LCD, mais avec une amélioration du contraste et de la finesse d'image tout en permettant à un large éventail de fabricants de bénéficier de cette technologie sans problème de concurrence. Ensuite, le LCOS, renommé Daylight chez JBC et SXRD chez Sony, s'est développé pour apporter une réponse purement qualitative aux besoins de projection. La technologie de lumière laser est d'abord apparue dans des projecteurs très haut de gamme destinés au marché professionnel avant de se répandre dans des appareils grand public, mais toujours haut de gamme. Et puis finalement, la technologie d'éclairage LED a suivi un parcours inverse en commençant par équiper des projecteurs moins puissants pour ensuite se répandre sur des projecteurs de plus en plus performants. Quand vous connaissez l'histoire qui est plus simple à retenir que les technos en elles-mêmes, vous savez laquelle choisir en fonction de vos attentes. Mais en réalité, on ne vient là que d'effleurer la surface des sujets à traiter, parce qu'on pourrait aussi se pencher sur la fabrication des composants justement qui se trouvent dans le projecteur. Le bloc optique d'un vidéoprojecteur laser moderne qui équipe les machines est un condensé de haute technologie, aussi bien électronique qu'optique. Car là, les fabricants créent bien leur bloc optique. Les investissements sont stratosphériques et à partir de ce seuil de qualité très élevé, les améliorations sont incrémentielles. Ou encore, les puces électroniques qui font fonctionner les projecteurs sont aussi un énorme facteur de rendu plus ou moins qualitatif. Bon, je m'arrête là, mais vous voyez que si vous voulez commencer à vous improviser ingénieur dans le domaine de la projection ou tout simplement même dans le domaine du home cinéma, il va falloir se lever tôt. Car plus vous apprendrez de choses, plus vous vous rendrez compte de tout ce que vous ne savez pas. Et plus votre cerveau aura une difficulté à faire le bon choix. Alors maintenant qu'on a dit ça, on ne connaît ni la source du problème, ni la solution. Alors attardons-nous maintenant sur la source qui nous apportera éventuellement la solution à l'équation. Bon, comme je le disais à l'instant, un projecteur et toute l'installation dont il fait partie sont des sujets complexes. Ayant eu l'opportunité de gérer plus de 500 projets ces 5 dernières années, je compare souvent l'industrie de l'installation de home cinéma à celle de l'automobile. Tout comme la plupart des fabricants automobiles sont en réalité des intégrateurs qui assemblent une majorité de pièces provenant de fournisseurs différents pour créer une voiture en usine, l'intégration d'un home cinéma se fait de la même manière mais chez le client, car l'usine ici, c'est la pièce du client. C'est ainsi que d'un domaine réservé aux ultra-riches dans les années 60 à 80, le home cinéma s'est progressivement transformé en une passion pour les amateurs de cinéma et surtout aussi de technologie. Faute de moyens de s'offrir une installation complète d'un coup, ces passionnés ont pris goût, un peu comme dans le domaine du tuning automobile, à créer leur propre installation au fil du temps. Avec l'avènement de la vente par correspondance, puis de la vente en ligne, le monde occidental a connu une période de démocratisation intense des produits technologiques. Il ne faut pas oublier qu'avant, le home cinéma, tout comme les projecteurs tritube, c'était quelque chose qui était totalement inaccessible pour la majorité de la population. On parlait de plus de 100 000 € d'aujourd'hui pour réaliser une installation de qualité. Les sites de vente en ligne et les marchands de produits technologiques ont surfé sur cette vague de démocratisation technologique à partir du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Tout comme l'histoire d'Epson avec son projecteur LCD face au tritube ou celle des premiers picoprojecteurs face au modèle traditionnel, les produits plus abordables se sont souvent vidés d'un bon nombre des qualités des générations précédentes. Car comme on l'a vu, chaque innovation vient avec son lot de limitations. En réalité, la plus grande perte entraînée par la démocratisation de la technologie n'a pas résidé dans la technologie elle-même. Car vous voyez, quand vous achetiez un projecteur tritube à l'époque, et d'autant plus tout l'équipement audio et vidéo associé pour réaliser une installation de qualité, celui qui vous conseillait venait aussi l'installer, c'était son métier, et en principe, il le connaissait bien. Comme je le disais précédemment, une installation cinéma à la maison, hier comme aujourd'hui, c'est complexe. Il faut comprendre le fonctionnement de chaque appareil, savoir comment les connecter entre eux, comment bien les régler, comment les faire interagir de façon optimale et surtout être capable d'expliquer le meilleur usage au client qui reçoit son installation. Ce qui s'est passé, c'est que les produits, en se démocratisant et pour se démocratiser, sont devenus de plus en plus simples à utiliser directement par le consommateur. Mais cette simplification a un coût caché. L'utilisateur a dû devenir expert tant bien que mal dans son domaine. Les conseillers experts d'autrefois sont devenus de simples vendeurs et ces vendeurs, avec toujours moins de connaissances, se sont mis à convaincre des clients, non plus avec un discours de conseil éclairé, mais avec des remises pour réaliser une vente à tout prix. En acceptant de vendre un produit qui fait partie de l'installation d'un côté et en acceptant qu'un autre vendeur ailleurs propose un autre produit de l'installation au même client, le consommateur a perdu l'aspect le plus crucial dans l'installation, la responsabilité de l'utilisation finale. En rendant les technologies plus accessibles techniquement et en pratique installables par un consommateur sans connaissance dans le domaine, celui-ci peut effectivement bénéficier d'une qualité acceptable dès la sortie de carton. Mais cette qualité reste infiniment inférieure à celle d'un choix fait de manière holistique.
Parce qu'en sélectionnant les produits en ayant la tête dans le guidon, sans voir le projet dans sa globalité, de nombreux mauvais choix sont faits. D'un métier où un spécialiste concevait une installation de bout en bout, comme un ingénieur sélectionne des composants pour concevoir un produit, on en est venu à rendre le client utilisateur l'ingénieur de son propre système. Le problème, c'est qu'il est rare qu'il en ait la volonté et les compétences. Et ça s'est produit pour une raison simple. Le fabricant de projecteurs ou d'amplificateurs a une capacité de communication bien plus grande que l'intégrateur. Le fabricant de projecteurs va directement expliquer ses technologies au client utilisateur pour éviter que celui-ci n'achète la marque concurrente sur un site de vente en ligne. Ce phénomène est d'autant plus amplifié par un autre business, celui des médias. Qu'il s'agisse de presse papier ou de sites web, les médias spécialisés sont friands de nouvelles technologies à transmettre. Ces technologies, plus elles sont complexes et difficiles à appréhender pour le grand public, plus elles deviennent des sujets de marronniers. Des articles ou des vidéos qui expliquent les technologies en surface pour attirer l'attention. Car le but de ces contenus n'est pas d'apporter une réponse concrète, mais de générer des vues pour vendre des espaces publicitaires. Alors attention, tous les articles et les vidéos ne sont pas totalement inutiles. Pour les novices, ils peuvent offrir un point de départ, une première immersion dans le monde du home cinéma, et ils aident peut-être à se repérer dans la jungle des technologies. Mais ces informations restent superficielles. Bref, ne pensez pas que je critique le système en disant qu'il ne faut plus croire en rien. Je vous propose simplement de prendre du recul ensemble pour comprendre les enjeux, leurs causes, leurs conséquences et finalement les possibilités de solutions. Parce que la vidéo qui explique que le projecteur à 5 000 € est meilleur que celui à 3 000 et que celui à 20 000 est encore meilleur, vous n'aviez pas vraiment besoin de la regarder. Est-ce que ça vaut la peine de monter en gamme? Oui, si vous en avez les moyens, bien sûr que oui. Mais est-ce que vous verrez la différence entre un modèle et un autre lors d'une visite en magasin sans un vendeur qui vous souffle à l'oreille qu'une image est meilleure qu'une autre? Probablement pas. Car tout comme pour le son, si vous n'êtes pas habitué à voir une image d'une certaine qualité, parce que pour vous, l'univers de la projection se résume au projecteur accroché au plafond de la salle de réunion Voltaire de votre entreprise, alors il vous sera très difficile, voire impossible de discerner une différence entre une image et une autre. Et à moins de vouloir comparer un projecteur acheté à 50 € sur Amazon avec un autre à 5 000, la qualité d'image est aujourd'hui un acquis. Ce ne sont que certains détails qui feront la différence en termes d'usage et évidemment aussi en termes de rendu. Mais ça, vous pourrez le constater qu'après avoir vu une image d'un appareil ou un autre sous les yeux pendant 3 ou 4 semaines. Et là, oui, vous constaterez un univers de détails qui ne vous apparaissait pas au premier coup d'œil. Ces détails qui, lorsqu'on s'y intéresse, n'en sont plus. Voilà pourquoi on en revient à la nécessité d'un ensemble cohérent plutôt qu'un produit isolé. Le marché nous a poussé à considérer le projecteur comme un produit fini. Et oui, si votre objectif est de projeter sur le mur blanc de votre salon, alors oui, le projecteur est un produit fini. Mais dans ce cas-là, pas besoin de vous compliquer la vie. Un projecteur LED XGMI acheté sur Amazon fera parfaitement l'affaire. Et non, il n'y a pas de sponsoring pour XGMI dans cette vidéo. En résumé, dans ce cas, l'enjeu du projecteur est limité. 1 000 € représente un montant non négligeable, mais 3, 5 ou 10 000 €, c'est une histoire radicalement différente. Car là, le concept d'ensemble prend tout son sens. Pour ceux qui se sont un peu intéressés au son, vous savez que l'enceinte n'est responsable que de la moitié de votre expérience d'écoute. L'autre partie, c'est votre pièce. Et cette partie est tellement impactante que faire des tests d'écoute en magasin est aussi utile que de tester une voiture sur un circuit alors que vous l'utiliserez en ville. Votre pièce et surtout votre toile auront le même impact sur l'image que la pièce sur le son. Si vous projetez dans votre salon, achetez un projecteur home cinéma 3, 5 ou 10 000 € pour projeter sur un mur blanc ou une toile blanche, c'est comme faire du rallye avec une Rolls-Royce. Voilà pourquoi, si vous avez un budget donné, vous obtiendrez un résultat radicalement meilleur en optant pour un projecteur moins sophistiqué, mais accompagné d'une toile technique comme notre toile Infinity. Alors là oui, je fais de la pub, mais vous êtes libre de choisir un produit inférieur pour plus cher si vous le souhaitez. Bien que si vous suivez mon raisonnement, l'écran à lui seul ne sera pas non plus la panacée si vous voyez votre projet de manière globale. L'exemple de la toile que je viens de citer se traduit par une infinité d'exemples d'installations que j'ai pu visiter au fil des années. Avant de créer des installations home cinéma et après avoir développé un vidéoprojecteur qu'on n'a finalement jamais commercialisé, on a commencé par vendre les produits qu'on développait: des écrans de projection, des supports motorisés pour projecteurs, des systèmes de pilotage et du câblage. Et c'est en visitant les installations de nos clients qui avaient commandé une partie de leur équipement sur notre site et acheté le projecteur et le système audio sur des sites de vente en ligne qu'on a vite compris le problème. Au départ, on allait chez les clients pour prendre des photos de leur setup à mettre sur notre site. Et c'est là qu'on a constaté à quel point certains projets étaient totalement bancals. Des projecteurs mal positionnés, l'image était trop grande ou trop petite par rapport à l'assise ou simplement par rapport à la toile, les enceintes mal choisies ou mal placées et les réglages complètement incohérents.
Bref, ses clients avaient évidemment voulu bien faire, mais en s'improvisant ingénieur d'un domaine qui n'était pas le leur, il arriva ce qui devait arriver. Souvent, le client ne savait même pas que son projet était bancal. C'est seulement quand on a fini d'ajuster ce qui pouvait l'être qu'il se rendait compte. À l'époque, on était deux, mon associé Paul et moi, on faisait à la fois la vente, la conception produit, le suivi client et bien sûr les visites chez les clients pour prendre les photos et ajuster les réglages de nos produits. On démarrait, on avait faim et on était prêt à en faire plus que possible pour offrir un service impeccable à chacun de nos clients. Cette période nous a amené à repenser notre activité. On a réalisé que ce que voulaient nos clients, c'était pas seulement un écran, un lift ou un projecteur. Ils voulaient une solution complète, même s'ils ne le savaient pas eux-mêmes parce qu'il n'existait pas encore de manière abordable de le faire. Aujourd'hui, on est toujours aussi prêt à faire des efforts incroyables pour nos clients, mais on ne peut plus économiquement le faire quand un client s'est procuré une partie des équipements ailleurs, car c'est la marge obtenue sur un produit vendu qui permet d'offrir une qualité de service derrière. Et là, on en revient à la démocratisation. Ce que vous gagnez en pouvoir d'achat ponctuel, vous le perdez en service derrière. Le choix n'est pas toujours évident, parfois même difficile, mais sur le long terme, le résultat est implacable. Et quand je vous parle de ça, vous pouvez effectivement vous dire que je prêche pour ma paroisse et que je fais un placement produit. Mais si je prends le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce qu'au fond, j'y crois. J'y crois parce qu'on a vu la différence entre une installation improvisée et un projet bien préparé. Et on l'a vu un grand nombre de fois. Alors oui, on sera ravis de s'occuper de votre projet si ce que je vous dis vous parle. Je vous laisse les liens vers nos configurateurs en description de cette vidéo. Mais au-delà de ça, si vous devez retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que prendre en compte l'intégralité de votre projet et écouter les conseils d'un expert qui sera garant du résultat final, quel qu'il soit, sera infiniment plus profitable que de vous concentrer sur chaque détail de votre installation. Car à moins de réaliser des dizaines de projets, il vous sera impossible d'appréhender l'ensemble des critères à prendre en compte. Choisissez quelqu'un qui vous apportera son expérience et son expertise pour vous assurer à 100% que vous tirez le meilleur de votre installation complète, pas juste une pièce détachée de votre installation home cinéma. Car au final, ce qui coûte le plus cher, c'est pas de rater une remise ou une promotion ponctuelle, mais de passer une décennie entière avec un appareil sous-exploité. Pour conclure, le point commun entre hier et aujourd'hui, c'est qu'au final, le but du projecteur est d'aider à raconter une histoire, et ce dans les meilleures conditions possibles. Mais tout comme la flamme ou les images de la lanterne magique seule, sans l'histoire du compteur, le projecteur seul n'est qu'une fraction de votre installation, inutile à lui seul. Tout comme on n'achèterait pas une maison ou une voiture en pièces détachées pour les assembler au fil du temps parce qu'on sait à quoi ça ressemble à la fin, en chantier qui s'éternise et qui est en constante évolution car on ressent toujours cette envie, ce besoin d'aller plus loin. Et au final, comme tellement de passionnés de home cinéma, on se perd à parler plus souvent de la technique sous le capot que du film qu'on a regardé. Alors oui, si votre but et votre plaisir sont de construire constamment une installation qui évolue dans le temps, comme une voiture sur laquelle on fait du tuning, s'intéresser aux technologies en profondeur est effectivement le bon choix à faire, tout en sachant que la technique dans l'appareil n'est qu'une fraction des connaissances et des compétences nécessaires à l'extérieur de l'appareil. Pour tous les autres, ceux qui s'intéressent au film et non à l'ingénierie qui permet de les reproduire chez vous, vous savez maintenant comment vous y prendre. Pensez global et retenez que ce n'est pas la technologie d'une pièce détachée de votre ensemble qui vous procurera du plaisir, mais bien l'ensemble dans son intégralité. Tout comme acheter un système audio hi-fi ou home cinéma ultra performant pour le placer dans une pièce recouverte de surface en carrelage et en verre est une hérésie, choisir un vidéoprojecteur comme un élément indépendant de son installation est tout aussi dommageable. Parce que quoi qu'on en dise, si vous regardez cette vidéo et surtout si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que clairement le sujet vous intéresse et peut-être même que maintenant vous voyez les choses sous un autre angle. D'ailleurs, comme je parlais de l'enceinte qui n'est que la moitié du système avec la pièce elle-même, vous serez surpris de savoir que 1. Le son n'existe pas et que 2. Les câbles audio hors de prix sont une vaste fumisterie. Je vous explique tout ça dans la vidéo qui est juste ici. Cliquez sur la vignette pour la regarder, le sujet est fascinant. En attendant, dites-moi si vous avez déjà choisi votre vidéoprojecteur et si oui, lequel. Et évidemment, si vous avez appris des choses, likez cette vidéo. Et je prépare une vidéo sur les enceintes et comment savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, alors abonnez-vous maintenant pour ne pas la rater. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, prenez soin de vous, bye.